Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, 0826 300 300, Trump qui est au sommet de l'OTAN à La Haye, qui arrache donc ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Mais à quel prix? Nous posons la question dans la vérité en face ce matin avec notre invité. Bonjour à vous, Patrick Martin-Genier. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Votre regard compte ce matin parce que il se passe quelque chose d'important. Nous sortons, je ne sais pas si nous en sortons d'ailleurs de ce conflit entre Israël et l'Iran. Pour l'instant, il y a un cessez-le-feu. Et puis Trump est là, il est arrivé le torse bombé, si je puis dire, à La Haye. Qu'est-ce qu'il vous inspire, le président américain, ce matin? Écoutez, je pense que Donald Trump veut apparaître comme un faiseur de paix. C'est de notoriété publique qu'il souhaite un jour avoir le prix Nobel de la paix. Il faut donc absolument montrer qu'il est capable d'être un faiseur de paix. D'ailleurs, il y a quelques jours, un pays a proposé la nomination de Donald Trump au prix Nobel de la paix. C'est le Pakistan, figurez-vous, parce qu'il aurait fait des choses entre l'Inde et le Pakistan. Et le fait qu'il ait obtenu un cessez-le-feu, même provisoire, entre l'Iran et Israël, il voulait arriver au sommet de l'OTAN en disant « c'est moi, je suis un faiseur de paix ». Sauf que, malheureusement, 2h30 après cet accord de paix de cessez-le-feu, l'Iran a violé naturellement ce cessez-le-feu. Donc, à tout moment, la guerre peut repartir entre les deux pays. Donc, il arrive là, effectivement, vous l'avez dit, extrêmement gonflé. Il est content de lui. Il veut montrer que c'est un faiseur de paix. Et en plus, il donne des leçons de morale, puisqu'il va exiger des pays de l'OTAN qu'ils augmentent leur contribution à leur défense nationale. On va y venir. On va rester un court instant sur Trump, enfin plus qu'un court instant d'ailleurs. Là-dessus, Patrick Martin-Genier, il faut se rappeler qu'il a été réélu, notamment, effectivement, sur cette promesse de paix. Il n'aime pas la guerre, Donald Trump. Il aime le business. Oui. Il aime les affaires. Il est assez cynique d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le seul. Ils sont tous pareils. Peu importe qui est en face, on fait du business. Business is business. Mais il n'aime pas la guerre. Il quand même, il ne veut pas lui endosser ce que ses prédécesseurs ont pu vivre. Savoir, on pense tous à W. Bush avec la guerre en Irak 2, la deuxième. Trump s'était fait élire sur. Vous allez voir avec moi, la guerre en Ukraine, ça va être plié, pour oui, 48 heures. 48 heures, vous allez voir, ça va être plié. Et puis non. Et donc il lui fallait un succès. Oui. Il lui fallait un succès. Absolument. Alors vous dites effectivement que Donald Trump c'est un businessman, donc un homme d'affaires qui aime conclure des contrats, et il ne voit en réalité les relations internationales, la géostratégie, la géopolitique qu'à travers le prisme des affaires. Même à propos de l'Iran, vous avez vu, je suis assez stupéfait de dire on va faire beaucoup d'affaires avec l'Iran, qui est un régime quand même criminel, qui tue, qui assassine, qui torture, qui lapide, et c'est un régime qu'on ne peut absolument pas soutenir. Et donc il veut faire de la paix pour montrer qu'il est capable de faire du business. Avec l'Ukraine, c'est exactement la même chose. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour l'instant sur l'Ukraine. La seule chose qu'il a faite, c'est d'avoir signé ce contrat américain, donc sur les minerais rares, qui permettra aux entreprises américaines d'exploiter ce minerai. Ce n'est pas encore fait, mais voilà, il a en réalité cette optique des relations internationales uniquement à travers le prisme des affaires. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et cela tranche par rapport aux autres présidents américains. En réalité, Donald Trump n'a jamais été un homme d'État. C'est avant tout un homme d'affaires, un chef d'entreprise, un patron, même si sa réussite peut parfois être contestée. Il suffit de se rendre à New York à la Trump Tower, où j'étais d'ailleurs le 5 novembre dernier pour l'élection présidentielle. Eh bien, on confond à la fois le candidat, le business, et tout est bon pour le business. Donc si demain, avec l'Iran, il peut faire du business, eh bien, il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas, y compris avec ce régime théocratique qui, on va dire, massacre ses ressortissants, ses habitants, ses enfants, disons les choses, et les femmes d'ailleurs sont en première ligne de cette folie en fait des mollahs qui sont en place depuis 1979. Patrick Martin-Genier, vous avez rappelé à juste titre que l'Iran avait rompu le cessez-le-feu 2 heures après. Israël était en passe de riposter parce qu'il y a quand même 4 personnes tuées en Israël, et Trump a mis son veto en disant je ne suis pas content, il faut qu'Israël se calme. Il est imprévisible, Donald Trump. Oui, décidément. Il est décidément imprévisible parce que Donald Trump
Trump est un soutien sans faille d'Israël, naturellement. Il l'a montré, il l'a démontré. Si Israël est menacé par l'Iran, qui encore une fois constitue une menace existentielle pour Israël, les États-Unis sont présents. Ils sont présents à travers les bombes, ils l'ont montré. Ils sont présents à travers leurs navires de guerre, leurs avions de chasse. Bref, mais en réalité, il faut toujours revenir au cœur de la logique de Trump. Il veut être faiseur de paix. Et puis, s'il avait obtenu un cessez-le-feu durable, peut-être n'est-ce pas encore définitivement abandonné, eh bien, il peut se prévaloir d'être un faiseur de paix, d'avoir effectivement un progrès notable. Et donc, il peut revendiquer le prix Nobel de la paix. Encore une fois, c'est une véritable obsession pour lui. Alors, nous ne savons pas si les installations nucléaires, personne ne le sait, hein. Enfin, certains doivent savoir. Je ne sais pas si elles ont été effectivement détruites, ou je dirais presque endommagées. Les premiers rapports aux officiels que lui, d'ailleurs, dénigre, expliquent que ce n'est pas le cas. Donc, il est presque possible, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Patrick Martin-Jeannier, que les buts de guerre n'aient pas été atteints. Écoutez, d'ores et déjà, on sait que Trump, encore une fois, toujours dans la même logique, a dit que la capacité d'enrichissement d'uranium, les usines d'enrichissement avaient été entièrement détruites, obliterated, on dit en anglais. Et donc, il dit entièrement détruites. Non, c'est faux, manifestement, parce que à la fois l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec son directeur Raphaël Grossi, a dit nous n'avons pas les moyens de voir. Et enfin, depuis hier soir, nouveau développement, le vice-président J.D. Vance a déclaré à sur Fox News, qu'en réalité, la capacité d'enrichissement d'uranium demeurait intacte. Donc, et des spécialistes également nucléaires du Pentagone, ex-spécialiste, a dit que, eh bien, cette capacité était encore intacte. Ce qui veut dire que malgré les bombes qui ont été déployées, les fameuses bombes BU-57 qui sont des bombes pénétrantes, qui ont bien pénétré à Fordo et à Natanz, en réalité, n'ont pas détruit l'essentiel de cette capacité d'enrichissement d'uranium. Cette guerre a commencé le 7 octobre 2023. Il s'agit d'un acte peut-être final, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Moi, je vais vous poser une question ce matin, Patrick Martin-Jeannier. Vous avez cette expertise de ce qui se passe à l'international. Les mollahs, au fond, in extremis, sauvent leur peau. Ali Khamenei reste en place. Peut-être qu'ils vont y retrouver une sorte de rebond dans cette capacité à survivre à ce qui s'est passé, parce qu'ils étaient à deux doigts de s'effondrer. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver à devenir demain ? Parce qu'au fond, il y a quand même deux difficultés. C'est qu'Israël se garde l'ennemi intact face à lui, et la population iranienne, du moins celle qui ne veut plus de ce régime, et ils sont majoritaires, risque d'en payer le prix fort. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est un peu une véritable interrogation, parce que 13 jours après le début de cette guerre avec l'Iran, on a l'impression que le régime de Téhéran demeure, persiste, il est là, alors qu'on s'est répandu sur les plateaux radio-télé depuis le début en disant ça y est, c'est la fin du régime des mollahs. Ça a été dit et redit. C'était dit et redit. J'ai rencontré beaucoup de gens sur les plateaux, notamment de la diaspora iranienne, des franco-iraniens, des franco-iraniennes, qui m'ont dit ça y est, c'est la fin du régime des mollahs. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il est encore là. L'ayatollah Ali Khamenei est là, même si les chefs militaires de la haute hiérarchie, ils ont été décapités en quelque sorte. Il y a des militaires encore, mais il y en a un qui disparaît, on le remplace. Ils ont mobilisé les soutiens du régime dans la rue. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient dans la rue pour soutenir le régime des mollahs. Donc on a quand même l'impression que finalement rien n'a bougé depuis une douzaine de jours, même si certains disent que le potentiel nucléaire de l'Iran a été réduit. En tout état de cause, on sait d'ores et déjà qu'il n'a pas été définitivement éliminé. La menace existentielle pour Israël persiste, mais on a un régime qui semble aujourd'hui continuer, même renforcer, alors que on n'arrête pas de dire depuis 12 jours que le prince Reza Pahlavi, qui est en exil, pourrait constituer un gouvernement provisoire. J'ai l'impression qu'une fois de plus, ce régime va continuer. Il faut peut-être attendre pour voir ce qui va se passer. Patrick Martin-Jeannier, est-ce que nous savons aujourd'hui ce qu'en pense réellement Benjamin Netanyahou, au fond, parce que il n'a pas pu finir, je paraphrase, le sale boulot. C'est à mi-chemin et la menace reste quasi intacte.
Oui, j'ai l'impression que cette menace reste intacte et le Premier ministre Benjamin Netanyahou en est conscient. Il en est conscient. Il en est conscient. Mais vous avez vu donc la colère de Trump qui a exigé du Premier ministre israélien qui cesse ses frappes contre l'Iran. Encore une fois, Trump veut être un faiseur de paix. Mais le Premier ministre israélien a remercié naturellement Donald Trump pour son soutien. Il n'en demeure pas moins que finalement rien n'a changé. La situation est figée. L'Iran continue à représenter une menace pour Israël, mais Israël se retient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande du président des États-Unis. Mais naturellement, si l'Iran devait continuer à bombarder Israël, qui a subi quand même plusieurs dizaines de morts dans ses attaques, il pourrait recommencer. Mais pour l'instant, la situation est figée. Et il faut savoir aussi que Benjamin Netanyahou fait face à une situation politique interne assez délicate. Son ministre de la Défense, Israël Katz, avait peut-être une position un peu divergente sur le changement ou pas de régime. Et on sait aussi que, par exemple, le chef de l'opposition, Yair Lapid, je regardais ça hier, qui a été Premier ministre assez brièvement, a dit qu'il fallait également mettre un terme à la guerre à Gaza, car il y a aussi la priorité, ce sont les otages, que l'on oublie aujourd'hui. Totalement oublié dans cette guerre entre Israël et l'Iran, les otages américains à Gaza, d'ailleurs. On ne sait plus combien sont encore en vie. Il y en a environ 45-47, dont 25-27 qui seraient décédés. Et le reste, l'autre moitié, vingtaine, supposément en vie. Voilà. Toujours. Toujours. Et vous savez que le rapatriement des corps, c'est essentiel pour Israël. Mais évidemment, le rapatriement des otages vivants, c'est également une priorité pour le gouvernement, normalement Netanyahou. Et c'est peut-être le prochain, le dossier prioritaire, du coup, qui est revenu au-dessus de la pile pour Netanyahou à Tel Aviv et à Jérusalem. Restez avec nous, Patrick Martin-Jeunier. Monsieur Trump est à la haie, à l'OTAN, et peut-être il va se passer des choses. Il va falloir que l'Europe se prenne en main, point de vue de la défense, et Trump est venu aussi tenser les uns et les autres, fort de son succès diplomatico-militaire au Proche-Orient. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, mais à quel prix ? Et après, avec un Donald Trump triomphateur avec nous, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Vous êtes très surpris par la personnalité de Trump. Quand il arrive à La Haye, aux Pays-Bas, pour le sommet de l'OTAN, il est content. Il est très content. Oui, il est très content. Il distribue les leçons à tout le monde. Voilà, il est très content, c'est le maître d'école, le professeur. Il vient donner des leçons à l'Europe en disant que il va peut-être falloir prendre en main votre défense. Peut-être que les États-Unis ne seront pas les éternels défenseurs de l'Europe. Moi, je suis un businessman, je vais conclure un contrat. Et il exige que chaque pays européen, à terme, consacre plus de 5%, au moins 5% de leur budget à leur défense nationale. Alors, c'est très intéressant parce que il dit grosso modo, les États-Unis restent au sein de l'OTAN. Oui. Mais il dit aux Européens, allez-y, la main au portefeuille. La main au portefeuille, si vous voulez vous assurer votre propre défense, faites-le. Mais il y a un paradoxe très important, c'est que Donald Trump sait très bien de toute façon que même si c'est pas le cas, et plus on augmentera les dépenses, plus il y aura un retour sur investissement dans l'industrie militaire américaine. Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi ? On achète des avions américains. Voilà, des F-16 américains. La Pologne, l'Allemagne, la Belgique sont des pays qui n'achètent pas du matériel français, les Dassault bien évidemment, mais on achète du matériel américain. Donc de toute façon, c'est gagnant-gagnant pour l'Amérique, et le Donald Trump le sait très bien. Il veut montrer aussi donc à son électorat républicain qui fait la leçon aux Européens, et que c'est une façon pour lui de se préserver d'une future guerre en Europe. Alors il a un allié, Donald Trump, Patrick Martin-Jeunier, c'est Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Alors je cite, je lis ce que monsieur Mark Rutte a déclaré à propos de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les bombardements en Irak, c'est une action décisive, vraiment extraordinaire. C'est ce que dit le secrétaire général de l'OTAN. Vous voulez dire en Iran ? En Iran. Vous avez vu, c'est le lapsus, c'est pas mal, décidément. Et que personne d'autre n'avait osé faire une telle chose, lance le patron de l'OTAN à propos de l'Iran. C'est un allié fantastique, pour reprendre une terminologie trumpienne, ou trumpiste, ce secrétaire général.
J'ai rarement vu une telle obséquiosité de la part du secrétaire général de l'OTAN. Ils sont plus neutres en général. Hein. Oui, en général, c'est plus neutre parce qu'à son poste, un secrétaire général de l'OTAN, c'est quelqu'un qui organise les réunions, qui supervise les forces de l'OTAN au nom des États-Unis. Et d'ailleurs, le patron, c'est clairement les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Il n'avait pas besoin de faire un tel tweet aussi laudateur pour Donald Trump. C'était parfaitement inutile, mais ça gonfle l'orgueil considérablement de Donald Trump, qui est très content, qui a dû arriver en pleine forme, en bonne humeur. Là, il est en pleine forme. Hein. Le torse bombé. Hein. Oui, le torse bombé. Il est arrivé avec une petite casquette blanche. Le MAGA. Oui, MAGA. Le mec, Mark Rutte, dit, il le dit au sommet de la Haye, que l'Europe va payer un prix, il l'écrit énorme, c'est écrit en majuscule, c'est du Trump dans le texte, pour financer sa défense comme elle le devait. Ce sera votre victoire, dit-il à l'attention du président des États-Unis. Trump qui d'ailleurs a toujours dit que nous étions des mauvais payeurs. Oui, mais vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Rappelez-vous son premier mandat. Lorsqu'il est arrivé au sommet de l'OTAN à Bruxelles, lors de son premier mandat, il avait dit la même chose. Il s'était mis en premier, le maître d'école. D'ailleurs, je garde en mémoire l'image où il avait écarté certains premiers ministres pour se mettre devant tout le monde. Je suis le responsable, je suis le patron, je suis le chef, et vous allez augmenter vos dépenses. Et donc, effectivement, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Mais au final, vous savez, il faut pas trop faire attention au tweet de Donald Trump. Parce que qu'est-ce qui va se passer en réalité? Qu'est-ce qui va se passer, oui. Rien. Hein, je veux dire, il va y avoir une déclaration commune, il va y avoir un communiqué, d'ores et déjà rédigé par les diplomates qui sont sur place, en disant d'accord, nous sommes d'accord pour augmenter à terme à 5%. C'est 5%. Hein. Nous avons quel délai au fait? C'est 2000. Mais il n'y a pas de délai parce que 2030, 2035. Oui, voilà, c'est exactement ça. Horizon 2030, 2032, 33. Mais vous savez, même Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a dit qu'il ne pourrait pas y arriver et que donc peut-être ce sera 2,5% à l'horizon 2027. Donc vous voyez, le Premier ministre espagnol a dit qu'il était hors de question parce qu'il n'en avait pas les moyens budgétaires. Donc on peut bien avoir des déclarations comme ça, il y aura un communiqué, mais ce sera un échéancier assez éloigné. Assez éloigné parce que la France, faut-il le rappeler, Patrick Martin-Jeunier, eh bien doit d'abord trouver ses 40 milliards, doit aussi financer la dette, et cela va grandissant. Les intérêts s'élèveront en 2030 à 100 milliards par an. Il y aurait de quoi largement financer ce coup de pouce à la défense. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que quelque part ce forcing de Donald Trump reste quand même salutaire, parce que nous avons soudain une prise de conscience de la nécessité, ça c'est le corollaire de la guerre, la conséquence de la guerre en Ukraine, de la nécessité de prendre en main notre propre destin militaire. Hein. Oui, je crois que c'est positif globalement. Ça, c'est positif. C'est quand même très important. C'est assez salutaire parce que vous savez que il y a environ aujourd'hui une dizaine de pays de l'Union européenne qui consacrent plus de 2% de leur PIB à la défense. C'est très important. La Pologne, les Pays-Baltes ont compris le danger. La Pologne, c'est plus de 4% aujourd'hui. Donc il y a un vrai effort. Et là où Donald Trump a raison, mais Obama disait exactement la même chose, c'est que l'Europe doit faire beaucoup plus d'efforts. Et depuis la guerre, le mois de février 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous avons pris conscience que nous étions plus en paix, mais dans une période de guerre, et que la guerre était revenue en Europe, et que donc nous étions extrêmement fragilisés par rapport à des grandes puissances. Évidemment, la Russie de Vladimir Poutine, mais n'oublions pas que nous sommes éventuellement fragiles par rapport à d'autres guerres qui pourraient intervenir. Une guerre hybride, une guerre cyber, ça peut être aussi des missiles qui arriveraient d'ailleurs. Donc il faut que nous nous préparions face à toutes ces menaces. Voilà, oui. à des multiples menaces qui peuvent nous concerner, et le fait effectivement que nous réfléchissions, par exemple dans certains pays, à la remise en action du service militaire, notamment pour les femmes au Danemark par exemple, et les hommes à égalité, ça c'est très important. Nous devons prendre conscience que l'Europe est fragile et donc nous réarmer sur le plan moral également. Allez, à surveiller donc ce qui sortira de ce sommet de l'OTAN qui succède au cessez-le-feu arraché avec difficulté par Donald Trump entre Israël et l'Iran.
des suites aussi. Il y aura de nombreuses suites au Proche-Orient. Ça ne va pas en rester là. Il faut avoir surveillé de près également ce qui va se passer au sein même en Iran avec la population iranienne dans les jours, dans les semaines qui viennent. Merci à vous, Patrick Martin-Jeunier, de nous avoir éclairé ce matin. C'est intéressant quand même. Il faut toujours regarder devant ce qui va se passer et décrypter l'histoire qui est en marche. Merci à vous, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Vous nous avez éclairé dans La Vérité en face. Dans un instant, le plaisir de retrouver sur Sud Radio les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Restez avec nous, bonne journée.